C'est bon? Tu m'entends? Bien, donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux comme d'habitude, bien que nous soyons en vacances scolaires au mardi de l'insoumission. Donc pour ceux qui ont l'habitude de venir, vous savez que depuis le mois de septembre, une fois par mois, les groupes d'action GHS 18 et Spartak du 11e organisent cette soirée qui se veut à la fois espace d'éducation populaire et aussi espace de débat politique, puisque nous avons choisi des questions qui sont plutôt articulées à l'actualité. Donc nous avons abordé la question du pouvoir de la rue, la question du pouvoir du capital, l'émancipation par la grève, la politisation du combat écologique. Et lors de la dernière du 6 mars, nous avons parlé de la question du genre dans la lutte. Et donc ce soir, qui est la sixième soirée, nous allons aborder le thème de coloniser, immigrer, une lutte autonome. Alors, bien entendu, cette question, elle traverse la société française depuis très longtemps et régulièrement, elle revient sur le devant de l'actualité, puisqu'à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, on change les lois concernant l'accueil des étrangers dans ce pays. Mais on voulait aussi articuler cette question à la question des combats anticoloniaux à partir desquels nous lancerons la soirée. Donc je vais vous présenter nos trois invités. Mamekaki, donc nous avons invité au titre de l'association Les Oranges, qui est une association qui travaille notamment sur la question de la reconnaissance de la mémoire et des expériences de l'immigration et des immigrés en France, et qui organise jeudi 3 mai, donc tout à fait incessamment, à 19 h, un colloque, je crois, sur les massacres coloniaux, qui se tiendra à Nanterre, donc le jeudi 3 mai. Ouais, c'est ça. Euh, Notre deuxième invité, donc Éric Coquerel, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, qui est en ce moment très sollicité, qui combat sur de nombreux fronts, puisque nous sommes dans une période où les fronts sont extrêmement multiples, c'est la guerre de mouvement. Et enfin, l'historienne Raphaël Branche, spécialiste de la guerre d'Algérie et des violences en situation coloniale, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un qui fait référence sur la question de la torture pendant la guerre d'Algérie, et qui, je crois, nous parlera de Palestro, qui est réédité, je crois, en poche, hein, l'embuscade de Palestro, Algérie 1956, qui est un ouvrage qui, j'en doute pas, va nous intéresser dans quelques instants. Alors, pour pouvoir développer les thématiques associées à l'annonce, on a choisi trois angles. Premier angle, donc, que nous allons aborder, c'est la question des mémoires antagoniques du fait colonial. Et il se trouve que récemment, donc, Stéphane Beau a publié un nouveau livre qui s'intitule La France des Belloumi, portrait de famille, sur lequel nous nous sommes précipités. Et il évoque à un moment la question des relations entre ces immigrés installés en France durablement venus pour le travail, les organisations politiques, et il cite par exemple notamment l'expression d'une personne qu'il a interrogée et qui explique que 30 ans après le Parti communiste, la gauche nous propose un flirt et rarement un vrai mariage, et qui pose donc l'articulation entre le mouvement ouvrier, syndical et politique et ces populations immigrées. Donc on aimera savoir quelle place les enjeux de mémoire tiennent dans l'affaiblissement de l'ancrage dans les classes populaires de la gauche politique et syndicale depuis maintenant plus de 30 ans. Alors la deuxième approche sera notamment celle autour de la problématique des générations. Toujours en utilisant le livre de Stéphane Beau, il constate ce qu'il appelle une différenciation générationnelle entre les sœurs aînées, puisqu'il travaille en fait sur une famille de 8 enfants avec notamment des sœurs aînées qui jouent un rôle très important, héritières de la génération de la marche pour l'égalité de 1983, et des générations plus jeunes, les filles cadettes,
qui, elle, se situerait dans la génération de cité, pour reprendre son passage. Et donc, la question de la différenciation éventuelle de ces générations peut être discutée, peut-être. En tout cas, c'est l'analyse qu'en fait Stéphane Beau. Et enfin, il y a une troisième approche qui tourne autour de la contradiction qui est apparue depuis la Révolution française entre citoyenneté et nationalité, qui a été travaillée par de nombreux historiens, et à la faveur de la nouvelle loi qui est proposée, Asile, immigration, pour reprendre son intitulé, on peut aussi s'interroger sur la manière dont on pourrait construire une citoyenneté sociale inclusive, alternative en tout cas à celle qui est proposée par le gouvernement actuel et qui constitue, comme d'autres depuis maintenant de très longues années, la figure de l'étranger comme un problème. Voilà. Donc je vais donner la parole à Raphaël Branche, plutôt donc dans l'idée de l'interroger sur cette problématique de la mémoire et de l'impact qu'elle aurait dans comment dire ça, la séparation, c'est pas le mot, mais en tout cas le fossé qui s'est progressivement creusé entre, pour faire simple, des populations d'origine étrangère ou immigrées qui appartiennent pleinement aux catégories populaires et l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives de ce pays. Voilà. Ouais, normalement ça marche. S'il faut un petit bouton. Bonsoir à tous. Alors, elles sont passionnantes ces questions, mais c'est pas exactement celle par laquelle je vais commencer. Parce que, comme on vous l'a dit, moi, je ne travaille pas du tout sur l'immigration. En fait, je travaille vraiment sur le monde colonial. Donc, je parlerai pour finir de la question de la mémoire du 17 octobre, mais en passant la main et le témoin à mon voisin de droite. Donc, j'ai proposé, en fait, pour aujourd'hui, de vous parler de comment on utilise le souvenir comme instrument politique, en fait. Comment ce souvenir, c'est aussi participer à, enfin, agir en politique. Et d'abord, quelques éléments pour, disons, situer un peu ce dont j'ai envie de vous parler, partager avec vous surtout, c'est le souvenir, c'est se souvenir ensemble, c'est faire exister une communauté, c'est faire exister une identité collective, mais c'est pas forcément la même communauté qui se souvient et qui a vécu. Donc il y a une différence entre la communauté d'expérience et la communauté de souvenir. On est précisément sur ces questions de génération, là notamment, mais pas uniquement. Il y a une valeur aussi complètement performative du souvenir. On dit que ça a eu lieu, et donc ça a eu lieu. Alors qu'en fait, les historiens, ben justement, et là je vais vous parler de moments où on n'est pas en accord. Enfin, on dit, ben non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, en fait. Donc il y a évidemment une valeur politique du souvenir, une indexation sur une vérité politique qui n'est pas une indexation sur la vérité historique, bien sûr. Je vais prendre quelques exemples donc d'un usage du souvenir qui sert à faire de la politique et d'un usage du souvenir aussi qui sert à réprimer aussi parfois, mais en valorisant et en prenant plutôt des exemples autour donc de lutte émancipatrice. Donc principalement, moi, mon terrain, c'est l'Algérie coloniale, donc je ne vous parlerai que des Algériens et que de la mémoire algérienne des luttes émancipatrices. Et donc j'ai effectivement choisi de commencer avant l'indépendance, en fait, et puis après des petits éléments sur après l'indépendance. Il faut que je regarde ma montre pour pas être trop longue. Alors les éléments de base du souvenir, hein, c'est les lieux et c'est les dates. Hein. Et c'est aussi les acteurs. Il faut avoir des acteurs pour raconter des histoires. Un souvenir, c'est une histoire, en fait. Donc c'est une narration. Donc parfois, on manque de lieux, on manque de dates, ou on manque de mots, hein, ou d'acteurs, où ces choses-là changent. Et on peut s'interroger sur, évidemment, la labilité, hein, l'évolution des souvenirs. Alors, je vais commencer donc par le cas qui a gentiment été évoqué là, qui est effectivement un travail que j'ai fait il y a bien longtemps sur une sur une région d'Algérie qui se situe à la frontière de la Mitidja et de la Kabylie, à moins de 100 km d'Alger, qui s'est caractérisée par, qui fait partie de ces zones qui ont été très, très durement frappées en 1871 par une grande répression coloniale qui a succédé à une insurrection. En fait, c'est la dernière grande insurrection de l'Algérie avant l'indépendance, une insurrection qui fédère un certain nombre d'acteurs assez variés, hein,
mais qui embrase très largement tout le nord et tout le nord-est de l'Algérie, et notamment cette région donc, qui se trouve à un moment clé, hein, c'est un verrou hein, pour passer d'une plaine, la Mitidja, aux montagnes, la Kabylie. Et donc ce petit village donc, qui s'appelle Palestro, sur lequel j'ai travaillé, a été un lieu de violence des Algériens, puisque c'était un village de colonisation installé hein, pour installer vraiment le système colonial, qui a été massacré hein, en 1871 par les insurgés algériens. Et à la suite de ce massacre de la population civile, donc, la répression s'est traduite par des déportations, des exécutions à mort judiciaire, évidemment une répression militaire, et puis surtout des spoliations foncières massives. Et donc on a séquestré, puis récupéré les terres les plus fertiles de la vallée. Et donc c'est la deuxième naissance de la colonisation dans la région. Alors la manière dont la mémoire est gardée dans le village colonial qui se reconstruit, on garde la mémoire évidemment, non pas de la lutte émancipatrice, c'est moins qu'on puisse dire, mais de son écrasement, hein, puisque ce qu'on garde en tête de manière assez classique hein, sous la France de la Troisième République, l'Algérie c'est la France à plein d'égards et notamment sur la politique symbolique. Là vous voyez on construit, c'est en plein cœur du village, une grande statue qui commémore la lutte des colons. Le personnage qui est représenté, c'est le maire de Palestro, et puis des enfants, la veuve et l'orphelin, enfin future veuve et l'orphelin, parce qu'il va être massacré, lui, qui donc défend contre ceux qui descendent des montagnes, et ceux qui... bon. Et donc, au cœur du village, on rappelle à tout le monde ce qu'il en advient quand on se révolte, hein, évidemment. Ce qui m'a intéressée, donc c'est une mémoire, donc, de ce que j'appelle la mémoire de Pierre des colons, c'est d'aller chercher la mémoire des colonisés et la mémoire des Algériens. Et je l'ai trouvé à l'occasion d'un film que j'ai réalisé, et la monteuse me fait l'amitié de venir aujourd'hui ce soir, donc elle est là. Hein. Donc je vais mettre un petit bout du film, Josiane, j'espère que je vais y arriver, où on peut écouter un bout donc, de cette mémoire colonisée. Donc l'homme qui parle là est un descendant d'un des chefs religieux du village, d'un des villages de la montagne, dont l'ancêtre a été guillotiné. Donc je tente hein, d'appuyer là. Donc c'est pas lui, c'est l'homme d'après. Évidemment, c'est mal calé. Attendez, on va y arriver. Papa Hadj, Papa Chéri, depuis que tu es parti. Pardon. Donc lui, il raconte quand il était petit enfant et qu'il dormait près du moulin où les femmes du village écrasaient le grain et chantaient des chansons. Et donc là, il est en train de traduire un chant kabyle qu'il a bercé toute son enfance et dont il n'avait pas complètement pris conscience des paroles, mais vous allez voir, les paroles sont assez explicites. Il n'avait pas forcément les éléments historiques, mais il avait le sens comme il le raconte. Et puis l'homme qui suit est un autre enfant qui est né à la fin des années 40, donc qui était enfant pendant la guerre de libération. Je vais juste tenter de remettre. Ça dure 1 minute, c'est pas long du tout. Hein. Bon. C'est un peu approximatif, je vais faire grandir. Je pense qu'il y a eu dans la mémoire populaire, d'ailleurs la mémoire populaire a conservé dans des chansons, dans des poèmes justement, cette dépossession, ce séquestre. Nous avons par exemple dans les poèmes de Si Mohand, qui est un poète kabyle du 19e et surtout du 20e siècle, nous avons là des traces de cette dépossession, de cette déchéance morale, sociale, qui a touché à leur honneur, à leur dignité. Là, vous avez entendu André Nouchi, un des plus grands historiens de l'Algérie coloniale. Il y a un poème où le poète dit 1871 fut l'année de notre malheur, nous avons été brisés comme une assiette, nous avions tout, nous ne sommes plus rien. C'était ça. Disait Papa Hadj, Papa Chéri, je traduis, hein, c'est en kabyle. Papa Hadj, Papa Chéri, depuis que tu es parti, le Roumi nous a tyrannisés, ton flambeau reste allumé, tes enfants grandiront,
Un jour, ils le reviendront. C'était ça. C'était traduction intégrale. Nous, les enfants, quand nos mamans voulaient le grain, on n'avait pas où aller. On était à côté, on attendait la fin. Et on dormait à côté. On dormait avec le bruit du moulin, c'est comme un instrument de musique, et puis les paroles qui venaient, il faut voir, c'est une sacrée tonalité. Quand quelqu'un souffre et qu'il chante, vous sentez quand même l'émotion. C'était pas très gai, comme on dit. Et avec ça, nous, on sentait qu'il y avait de la tristesse et ça nous poussait à dormir. Je me souviens quand on moissonnait, j'étais jeune, les moissons, etc. Parce que avec Dahmed, c'était un plateau, donc on permettait de planter du blé, etc. Et on chantait un couplet sur un versant et les autres en face un autre couplet. Des chansons patriotiques déguisées en chansons d'amour du terroir, d'amour du blé, mais tout tourné autour de récupérer. Récupérer, mais la notion de revanche a toujours existé. Revanche sur qui? Peut-être pas seulement sur les colons, sur le sort, sur l'histoire, sur récupérer sa terre. Récupérer sa terre et sa dignité. Voilà, donc là vous avez, pour moi, une des clés de ce que j'ai étudié, ce que j'ai commencé à étudier, à savoir en 1956, au début de la guerre d'indépendance, dans la région de Palestro, il y a une embuscade très meurtrière dans laquelle tombe une section française et tous les soldats sont tués ou presque, et les corps sont en partie mutilés. Donc une des questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès militaire de l'embuscade, et puis aussi éventuellement les mutilations. Et mon hypothèse, c'était de dire qu'en fait, une hypothèse, j'espère, étayée sur des archives notamment, mais aussi sur des témoignages, c'est que ce sont les civils du village qui ont participé aux mutilations des corps des soldats morts, à leur déplacement, et qu'il s'agissait pour eux, finalement, de prendre le pouvoir, agir. Les civils, dans ce type de guerre, ils n'agissent pas tellement de manière visible, ils soutiennent évidemment la guérilla, mais là, en l'occurrence, il y a une forme d'autonomie de l'action de ces civils. Pourquoi je dis ça? C'est parce que du point de vue du FLN, qui fait la lutte armée en Algérie, le FLN ne souhaite pas ce genre de choses. Il souhaite les embuscades, mais pas les mutilations, par exemple, et c'est très clairement interdit. Mais pour les civils, il y a un autre sens à donner à ça, et qui est précisément, c'est tellement rare d'avoir des Français dans ses mains, en son pouvoir, que sans doute, à ce moment-là, ils s'en sont emparés, alors que ce qui les attendait, ils le savaient déjà, ça serait une répression terrible, qui d'ailleurs s'est abattue, puisqu'il y a eu 50 villageois tués, et puis le village détruit. Donc on était dans quelque chose qui n'existe pas vraiment dans les archives, puisque vous voyez, c'est de la mémoire orale. Là, ce que ces deux hommes racontent, c'est comment elle s'est transmise. Alors, on raconte ça, c'est plus long dans le film, mais voilà, elle se transmet par des chansons, elle se transmet par des récits familiaux, surtout, elle se transmet par les lieux. On passe devant les endroits, on dit ici c'était chez nous avant, ici c'était chez nous avant. Et donc, le projet, qui n'a même pas besoin d'être formulé, c'est il faudra que ça devienne chez nous demain. Et donc, ça explique sans doute, en partie, une motivation pour participer à la lutte armée, qui est donc une lutte à la fois locale, qui s'explique pour des raisons locales, et puis qui s'explique pour certains dans une vision plus globale, plus nationale. En Algérie, la lutte pour l'indépendance commence en 1954, mais on a tendance à considérer que la vraie accélération, c'est en août 1955. En août 1955, dans le nord constantinois, il y a une action coordonnée de civils et de maquisards qui fondent sur plusieurs bourgs coloniaux et qui massacrent la population française. Et en représailles, il y aura des milliers de morts. Et pour mobiliser la population, un des arguments qui est utilisé, c'est la mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le nord constantinois 10 ans plus tôt, en 1945? Il y a eu des manifestations populaires algériennes appelant à la libération du leader Messali Hadj, qui ont été... plus que les manifestations, qui s'est traduit par des massacres de civils pendant 2 mois, dans la région de Sétif et de Guelma, dans le nord-est de l'Algérie. Et c'est dans ces mêmes régions que 10 ans plus tard, on trouve des gens qui sont prêts à s'armer de haches ou de je ne sais quoi pour aller tuer des Français, des colons ou des ouvriers mineurs, etc. Donc là, on a une réactivation, mais vous voyez, sur un plan qui est pas simplement local du petit village, mais de la région,
et qui va avoir une portée nationale parce que évidemment elle va être traduite en discours par les gens du FLN qui vont la mettre en scène comme étant un élément de la reprise d'action des Algériens qui, dit aussi le FLN, n'ont jamais cessé de résister, ce qui est plus contestable. En tout cas, on fabrique du national en nationalisant des souvenirs locaux, des souvenirs qui sont ancrés dans des territoires. Un autre élément qui est mobilisé, un autre élément de mémoire qui est mobilisé par le FLN pour convaincre, c'est, peut-être plus étonnant, c'est la résistance au nazisme. C'est l'action des résistants français au nazisme. Ce n'est pas une mémoire qui correspond à une expérience, hein, pas du tout, mais il s'agit de faire exister une communauté autour de l'idée de résistance. Et donc, évidemment, en disant « nous sommes les résistants », ben, on renvoie en face aux Français « vous êtes les nazis hein, » ou « vous êtes les Allemands qui occupaient la France ». Donc très clairement, en allant chercher cette mémoire qui parle aux Français, il y a aussi un projet du FLN d'adopter un lexique politique commun qui peut être compris en France, parce qu'évidemment, un des enjeux de la lutte de libération, c'est l'opinion publique. Hein. C'est de gagner, on est en démocratie, la France n'est pas en guerre, il y a un Parlement qui se réunit. Si l'opinion publique peut peser sur ce qui se passe en Algérie, bah, tant mieux. Donc si on peut utiliser aussi cette mémoire-là, pourquoi pas. Donc le FLN va aussi aller chercher dans la mémoire politique française qui, en 1950, il faut peut-être le rappeler, pense encore que les Français étaient très largement résistants. Hein, ce que les historiens ont depuis largement revu à la baisse. Voilà, donc c'était un petit point sur cette... Voilà, ça commence et c'est déjà présent, hein, cet entretien de la mémoire des luttes pendant la période coloniale. Maintenant, je voudrais juste vous dire un mot sur l'indépendance et surtout la manière de se souvenir de l'indépendance. Je dirais un mot rapide sur l'Algérie, il y aurait de quoi en parler longuement. Les Algériens, dits par le FLN, donc qui prend le pouvoir en 1962, sont décrits comme un peuple uni, hein, un seul héros, le peuple, hein, dit le pouvoir algérien. Donc il n'est pas question de parler de division, il n'est pas question de parler de tendance, il n'est pas question de parler d'Algériens favorables à l'Algérie française ou que sais-je. Il s'agit d'un peuple colonisé qui s'est libéré et qui est victorieux. Donc ça, c'est le discours qui s'impose très fort hein, dès 62 et dès 63 dans la constitution algérienne. Il y a un petit cours d'histoire hein, qui raconte l'histoire de la lutte d'indépendance, qui est un premier récit hein, qui va graver l'histoire et qui va notamment parler de 1,5 million de martyrs hein, qui seraient donc morts pour la lutte. Et cette notion de martyr, on pourra y revenir si vous voulez, elle est très importante dans la... D'ailleurs, je suis sûre que j'ai mis une petite image. Attendez, je vais aller chercher. Elle est très importante dans le récit algérien. Je vais juste enlever ça et retrouver, voilà, ici. Voilà, en Algérie, on a partout en Algérie ce qu'on appelle des cimetières de martyrs. Tous les morts sont des martyrs et qu'on ait ou non retrouvé leur corps, il y a une pierre qui rappelle leur combat, leur lutte et leur mort, leur sacrifice. Et c'est un vocabulaire qui est celui-là. Hein. Ils sont des combattants du djihad, morts en martyrs. 1,5 million, on est très très loin de la vérité historique, mais c'est pourtant un chiffre qui est asséné partout, dans toutes les commémorations officielles, dans les écoles, qui est appris à l'école et qu'il est vraiment très difficile qu'il est impossible de discuter en fait, et qui est très présent dans la mémoire collective des Algériens, qu'ils soient en France ou en Algérie d'ailleurs. Martyr, c'est quoi aussi? C'est la valorisation de la lutte armée, hein, ce qui est important dans la mémoire de la résistance. Et si on cherche à réfléchir à la manière dont on peut la mobiliser, ce qui est valorisé en Algérie, c'est la lutte armée. En fait, la guerre n'a pas été gagnée sur le terrain militaire. Ça ne veut pas dire qu'elle a été perdue sur ce terrain, mais elle n'a pas certainement été gagnée uniquement sur ce terrain. Elle a été gagnée sur un terrain politique, sur un terrain diplomatique aussi très largement, notamment par le soutien de nombreux pays à la cause de l'indépendance algérienne. Mais ce qui est valorisé, ce n'est pas l'action des diplomates, hein, c'est l'action de ceux qui sont tombés les armes à la main. Donc il y a une vraie insistance sur c'est comme ça qu'on gagne. Et c'est comme ça qu'on veut se souvenir du fait qu'on a gagné. Encore une fois, avec une tension avec la vérité certaine. Au début des années 80, pour commémorer le 20e anniversaire de l'indépendance ou le 30e anniversaire du déclenchement de la lutte, on fait construire sur les hauteurs d'Alger ce monument qui fait près de 100 mètres de haut, qui domine toute la baie d'Alger, qu'on voit de partout, hein, qui s'appelle là aussi le flambeau du martyr. Bon, c'est pareil, on pourrait en parler des heures, mais rien qu'avec les palmiers, vous voyez l'échelle. Bon, voilà, tout ce monument est un immense lieu de mémoire, évidemment dirigé vers la consolidation du pouvoir hein, à ce moment-là. Toujours avec cette histoire qui a un collectif qui est arabo-musulman
unis derrière le FLN. Avec des évolutions notables, sur lesquelles je ne vais évidemment pas revenir là, mais des évolutions notables de ce discours officiel algérien dans les années 90, dans le contexte de la décennie noire, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, dans le contexte de la guerre civile, dans le contexte des disparitions massives, enfin dans ce contexte-là, il y a une évolution du discours, mais enfin on reste quand même sur ces fondamentaux-là, avec quelques ouvertures. Je vous montre une petite image d'une muséographie très récente qui se trouve à Alger, une exposition qui a été créée il y a 1 an ou 2, il me semble, qui raconte, donc vous le voyez, qui s'appelle Memory, mais qui raconte en fait l'ensemble de l'histoire de l'Algérie coloniale, avec, donc je vous ai mis quelques petites photos que j'ai prises à l'intérieur, qui insistent énormément sur la souffrance du peuple algérien, sur son martyre, là encore, en accentuant ce côté, donc vous voyez, avec une muséographie, on n'entend pas le son, mais dans l'image de droite, là, la scène de torture, elle est en plus sonorisée. Donc voilà, qui rappelle et qui renouvelle, enfin qui renouvelle pas, mais qui insiste en fait sur cette dimension. Voilà, je voudrais maintenant passer un tout petit peu plus longuement peut-être sur la France et donc les immigrés. C'est-à-dire que là, on a parlé des colonisés devenant des Algériens indépendants. On a aussi des colonisés qui deviennent des immigrés en France. Ils sont colonisés au départ, ils sont pour certains aussi émigrés, puis d'Algérie, puis immigrés, mais il faut surtout se rappeler que la migration algérienne vers la France, qui a commencé dès le début du XXe siècle, elle a connu une accélération pendant la guerre d'indépendance, pour plein de raisons qui sont liées au contexte de la guerre, bien sûr. Mais donc on a paradoxalement, pendant la guerre d'indépendance, une arrivée massive d'Algériens qui en fait vont soutenir très largement le projet d'indépendance, mais en métropole, en France donc. Et dans ce contexte de lutte à l'intérieur du mouvement national algérien en France, et dans ce contexte de lutte contre notamment la répression policière menée par le FLN en France, répression policière donc, qui se traduit par des rafles, par des arrestations, par des assignations à résidence, ce genre de choses, avec un vocabulaire qu'on connaît bien. Dans ce contexte-là, le FLN décide d'abattre des policiers, de tuer, de faire des assassinats ciblés contre des policiers. Le FLN n'a pas du tout une tactique d'importer la violence sur le territoire métropolitain, c'est vraiment un choix de ne pas le faire, sauf contre les policiers. Donc dans ce contexte de montée de tension contre les policiers, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, décide un couvre-feu qui interdit donc aux Algériens de sortir après 18h. Donc en gros, quand ils sortent du travail, il faut qu'ils rentrent chez eux et c'est fini. Évidemment, c'est le moment où on se mobilise, c'est le moment où on se réunit politiquement, c'est le moment où éventuellement on fait un travail de militant. Donc c'est un vrai, c'est vraiment un coup d'arrêt pour le FLN, ce couvre-feu. Et donc le FLN décide le 17 octobre 1961 d'organiser un boycott du couvre-feu. Contrairement à ce qu'on raconte dans les récits de mémoire, ce n'est pas une manifestation. Quand on dit manifestation, on imagine des gens avec des pancartes et des slogans qui vont de Bastille à Nation. Enfin, moi je dis ça un peu vite, mais enfin en gros. Là, c'est un boycott du couvre-feu, donc c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont évidemment sans slogan, sans pancarte, sans banderole, et dont l'acte politique consiste à être présent dans la rue alors qu'ils n'ont plus le droit d'y être. Et donc ce que va organiser le FLN, ce sont des regroupements dans différents points de la capitale, dans des endroits où on n'a pas l'habitude de voir des Algériens de toute façon, à l'opéra, sur les grands boulevards, etc. Donc à plusieurs endroits, et donc vous avez des foules d'Algériens qui convergent vers ces différents points de rassemblement, notamment depuis la banlieue parisienne, on va parler de Nanterre tout à l'heure, j'en suis sûre, notamment depuis la banlieue parisienne où ils habitent, pour certains, et où ils travaillent. Et ce boycott donc de la manifestation, ce boycott du couvre-feu est réprimé par les forces policières et fait des dizaines de morts. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette mémoire donc d'une chose incroyable qui est des dizaines de morts sur le pavé parisien? On n'a jamais vu ça depuis très très longtemps et pourtant ça disparaît très très vite de la mémoire publiquement exprimée en France. Alors pour plein de raisons qui ont été bien expliquées par les historiens sur lesquels je ne reviendrai pas, mais notamment parce que Sharon arrive peu après et qu'elle recouvre cette mémoire de la communiste, pour dire vite, recouvre cette mémoire qui n'est pas communiste, qui est éventuellement FLN, qui est éventuellement immigré. Voilà. Ce qu'ont montré les historiens qui ont travaillé sur ça, notamment mon collègue Jim House. Est-ce que je vais vous montrer ça? Non, là, c'est ça, Jim House ici.
Paris 61, et c'est un livre qu'ils ont fait à deux, mais lui, il a travaillé sur la mémoire, c'est que cette mémoire, évidemment, n'a pas disparu dans les familles algériennes, qui ont, en tout cas parisiennes et de banlieue, qui ont évidemment été touchées, soit directement, soit indirectement, par un proche qui rentrait pas, ou qui était assigné, ou qui rentrerait jamais parce qu'il est mort quelque part matraqué ou noyé. Donc il y a bien une mémoire familiale, il y a bien une mémoire associative qui existe dès les années 60 en France, mais elle est confinée à un cercle de gens qui ont une communauté d'expérience, en fait. Elle va dépasser la communauté d'expérience plus tard. Alors elle va la dépasser, il faut voir déjà qu'en Algérie, en 1968, on décide que le 17 octobre va être une journée où on va commémorer l'émigration. Pour plein de raisons, globalement, ce qui s'est passé en France pendant la guerre n'est pas tellement commémoré en Algérie. Une raison, je vous en ai déjà donné la clé, c'est qu'il n'y a pas de lutte armée. Donc c'est pas quelque chose de glorieux d'avoir financé le FLN. C'est bien dommage. Et puis il y a d'autres raisons qui expliquent ça, évidemment. Bref. Donc la mémoire, elle avance souterrainement, et puis elle prend de l'ampleur et elle émerge dans un espace qui n'est pas simplement immigré au début des années 80. Alors, il y a la marche dont on a parlé tout à l'heure, la marche pour l'égalité, mais il y a aussi, et je l'ai mis là, le polar de Didier Deninx, qui sort évidemment complètement du milieu immigré. Là, on est vraiment sur un auteur de romans policiers populaire qui va s'emparer. Il raconte Deninx qu'il avait envie de faire un roman sur Charonne, parce que lui, il connaissait que Charonne, en fait. Et puis, en creusant, il se rend compte qu'il y a un truc énorme juste avant Charonne, beaucoup plus de morts, et que lui, il n'était pas au courant. Et donc, il commence à creuser, et il va faire ce roman policier, Meurtre pour mémoire, rien que le titre, en fait sur le 17 octobre. Et c'est une des premières occurrences d'une mémoire qui sort du milieu d'expérience ou de transmission familiale. Et puis il y en a d'autres à partir des années 80 et surtout 90, 91 par exemple, est un moment important de commémoration, donc qui sont prises en charge par des associations. Donc je ne vais pas parler de Nanterre parce qu'il y a un spécialiste ici, mais qui va susciter des rassemblements à Paris, sur les lieux, notamment devant le Rex, sur les grands boulevards, sur des lieux, et puis aussi rassemblements et marches. Donc il y a deux formes d'action, je ne développe pas, mais ça va progressivement s'installer dans une forme de mémoire militante qui n'est pas simplement une mémoire immigrée, où vous trouvez une fédération de gens de gauche, en gros, qui vont toutes sortes de gens, qui vont se retrouver le 17 octobre pour se souvenir de ce crime dont l'État n'a jamais parlé, par ailleurs, parce qu'officiellement, il y a eu 2 morts. Il faut attendre pour changer de discours public, j'ai presque fini, il faut attendre 2001, il me semble, j'espère que je ne dis pas une bêtise, 2001, où le maire de Paris, la mairie de Paris, Bertrand Delanoë à l'époque, accède à des demandes militantes de déposer une plaque. Alors déposer une plaque où? Déposer une plaque au pont Saint-Michel, parce que le pont Saint-Michel est devenu un peu un accès de fixation de la mémoire. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas une manifestation, il n'y avait pas un lieu de massacre, c'est pas du tout comme Charonne. Il y a eu d'autres, les Algériens ont été tués partout dans l'espace parisien, mais au pont Saint-Michel, où certains ont été tués dans l'eau, il y a eu une cristallisation de la mémoire là. Et donc c'est là, très logiquement, venant après 2 décennies au moins de rassemblements, qu'on décide de poser la plaque. Alors, c'est passionnant de voir les négociations qui ont eu lieu à la mairie de Paris sur le texte de la plaque, parce que les conseillers municipaux se disputent sur tous les termes. Je vous en dis un mot dans un instant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir où se situe la plaque. Je ne sais pas si vous la visualisez, mais elle est en fait côté 4e arrondissement, parce que côté 5e, c'était Tibéri, et ce n'était pas possible. Donc elle est côté 4e. Et ce que je trouve assez symbolique, c'est qu'elle est, si vous lisez la plaque, vous êtes obligé donc de regarder vers la statue Saint-Michel, et donc autrement dit, vous tournez le dos à la préfecture de police, qui est quand même la responsable principale de ce qui est écrit sur la plaque. Alors qu'est-ce qui est écrit sur la plaque? À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 61. Quasiment tout est faux dans cette plaque. Parce que nombreux, bon, on peut discuter, ils sont pas, oui, ils sont nombreux, c'est sûr, ils sont nombreux, mais il n'y a pas de chiffres. En fait, il n'y a pas de chiffres. Ils ne mettent pas de chiffres. Ils ne mettent pas de chiffres parce qu'il n'y a pas d'accord sur les chiffres. La mémoire militante, elle parle de 200 morts. Et notamment à partir d'un livre, un livre important pour l'inscription, la visibilité, c'est le livre de Jean-Luc Einaudi, Bataille de Paris 17 octobre 61, qui sort au début des années 90 et qui va publier une liste des morts. En fait, il a compté un peu vite, Jean-Luc Einaudi, il a amalgamé beaucoup de choses
Mais ça reste un chiffre autour de 150-200 morts qui circulent beaucoup dans les commémorations. Le travail de Jim House et Neil McMaster aboutit plutôt à un comptage autour d'une quarantaine de morts le soir du 17 octobre. Après, si on englobe les jours d'après, les jours d'avant, si on compte plus large, on peut atteindre des chiffres plus importants. En tout cas, il n'y a pas de chiffres sur la plaque commémorative. Et nombreux, moi je trouve que c'est un peu un euphémisme. Ensuite, tué, ok. Mais tué par qui, on ne saura pas. On ne saura pas. Hein. Tué peut-être, je ne sais pas, par des Tunisiens, je ne sais pas, des Allemands, bon, on ne sait pas. Non. Il n'y a pas, évidemment, à aucun moment n'est prononcé le mot police, force de police, police parisienne, ou tout simplement agent de l'État. Non. Ça, c'est vraiment pas possible. Donc on a une formule passive sans agent. Sans jeu de mots sur le mot agent. Elle est sanglante, d'accord, c'est une répression, ça va éventuellement. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une manifestation. C'est pas une manifestation, elle est pacifique, il n'y a aucun doute. Le FLN avait donné des ordres pour qu'il n'y ait aucune arme sur les manifestants, enfin sur les gens qui allaient se rendre visibles. Je pense qu'on met manifestants aussi parce que ça parle plus aux Français d'aujourd'hui qui placent devant la plaque et qui comprennent répression d'une manifestation. Ça parle. On aurait dû expliquer boycott, couvre-feu, ça aurait été un peu compliqué, peut-être. Hein. Donc la mémoire, ça s'adresse aux contemporains toujours. Hein, et c'est jamais un cours d'histoire. Enfin, il se trouve quand même qu'on en est là. Cette plaque, elle est régulièrement vandalisée. C'est pour ça qu'elle est dans un matériau assez particulier, pas habituel, et elle est régulièrement donc nettoyée, vandalisée. Ce qui, rien que ça mériterait qu'on regarde par qui et comment. Ce que je trouve intéressant, et pour finir, c'est que c'est une histoire parisienne. C'est une histoire qui est très clairement associée à un lieu. En plus, le pont Saint-Michel, c'est au centre de Paris. Très au centre de Paris. C'est vraiment une histoire très parisienne. L'histoire de l'immigration algérienne en France, c'est pas une histoire parisienne. C'est une histoire qui est très localisée dans certains endroits de France, mais c'est aussi le Nord, le Pas-de-Calais, la région lyonnaise, la région marseillaise, mais la région de Sochaux. Bon, bref, il y a plusieurs espaces. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution de cette mémoire du 17 octobre qui n'a pas été encore complètement étudiée, donc je vous dis ça de manière un petit peu impressionniste. Mais on a commencé à voir des plaques fleurir en banlieue parisienne aussi. Premier cercle qui dépasse Paris. Hein. C'est une histoire de banlieue. Alors, il y a eu des gens jetés dans la Seine au pont de Besançon, au pont de Clichy. Donc là, vous avez des images qui viennent de ces ponts. Hein. Il y a des plaques maintenant qui sont sur les ponts, qui ont été posées plutôt dans les années 2010. Donc lenteur de la prise en charge par les municipalités. Nanterre, encore une fois, j'en parle pas, mais est allé beaucoup plus loin parce que Nanterre a aussi baptisé un boulevard. Et évidemment, baptiser un boulevard, ça veut dire que les gens y habitent, ça veut dire que c'est leur adresse. Et donc là, la mémoire, elle est active chaque fois que vous écrivez à cette adresse. Donc c'est vraiment plus intéressant qu'un carrefour où personne ne mettra jamais son nom, hein, son adresse en tout cas. Et puis surtout, aussi, on a vu des... non, pardon, ça c'est pour après. On a vu des villes. Donc j'ai vu ça à Lyon, j'ai vu ça à Lille, je suis sûre qu'il y en a ailleurs, qui ont eu des plaques de rue 17 octobre. Et ou peut-être pas des plaques de rue, mais des commémorations à l'occasion du 17 octobre. C'est-à-dire que là, on a une nationalisation du souvenir qui est partie d'un événement local, certes parisien, ok, mais qui, depuis, s'est étendu. Et à voir ce que ça va donner. La question, c'est aussi savoir qui va à ces commémorations, qui se retrouve dans ce souvenir. Ce n'est pas un souvenir algérien. D'ailleurs, il n'est pas tellement porté par le pouvoir algérien, même si, il y a 2 ans, un ministre algérien est venu se recueillir au Pont Saint-Michel pour la première fois. Hein. Mais c'est un souvenir qui est aussi national et qui peut être un moment de lutte. Je finis simplement en vous invitant, en sortant d'ici, à aller regarder la télévision. Parce que ce soir, il y a un documentaire sur Billancourt. C'est suffisamment rare. C'est pas du tout sur la période, hein, mais c'est d'autres luttes. C'est sur les luttes de Billancourt en 68 et après. Et donc voilà, on va retrouver aussi ces histoires.